Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour tout le monde. Il était une fois un livre retrouve cette semaine, aujourd'hui, jeudi, donc Pascal Bresson pour nous parler autour et de son roman graphique Serge et Beate Klarsfeld, Un combat contre l'oubli, écrit en collaboration avec Sylvain d'Orange et édité chez La Boîte à Bulles. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Alors effectivement, hier on a commencé à parler un petit peu d'un gros morceau, on dirait vulgairement un gros morceau de leur histoire en temps et puis en éclat médiatique. C'est le fameux Barbie. Oui. Qui effectivement, comme vous disiez, ça a été une traque d'une dizaine d'années, sans jamais baisser les bras. Et pourtant, ça a été vraiment une traque à rebondissement, de ce Klaus Altmann, de son nom d'emprunt. Alors, ce que j'ai trouvé... dans les journées précédentes, vous disiez que parfois certains nazis vivaient sous leur identité, ils étaient dans l'annuaire, enfin ils ne se cachaient plus. Tout à fait. Lui, alors certes, il avait changé de nom, mais il avait gardé la même date de naissance, ses enfants avaient la même date de... Alors... Comme je vous le disais, c'est vrai, l'autre jour... Impuni, quoi. Voilà, toute complètement. Impunité. L'autre jour, c'est vrai que Barbie est un cas quand même, comme beaucoup, comme Mengele, Eichmann, tous ces monstres, parce qu'ils ont torturé, ils ont raflé, c'était vraiment les pires créatures qu'on a pu créer dans ce monde. Barbie... était le chef de la police gestapiste à Lyon, on va dire. Il faut savoir que, bien sûr, on le connaît beaucoup plus pour être appelé le boucher de Lyon, celui qui a torturé Jean Moulin, notre grand résistant. D'ailleurs, quand j'ai eu l'idée de faire Simone Veil immortelle, c'est en allant au Panthéon, pour me recueillir sur la tombe de Jean Moulin, de toutes ces grandes personnalités qui avaient fait des choses tellement importantes. Et pour moi, Jean Moulin fait partie de mes héros, depuis tout jeune. C'est vrai que vous le dites à un moment, alors je ne sais plus quel personnage le dit, que si, Barbie il me semble, que si Jean Moulin n'était pas mort, c'est certainement lui qui aurait pris la tête du gouvernement après la guerre et pas De Gaulle, quoi. Oui, parce qu'il trouvait De Gaulle, on va dire, un peu bêta et surtout pas, on va dire, un homme de poigne. Il trouvait... après, Barbie, il faut faire attention parce que c'était quand même un grand manipulateur, mais c'est vrai que lors de ses déclarations, il disait que si Moulin n'avait pas été pris, torturé et tué, c'est certainement lui qui aurait pris la place de De Gaulle. Voilà, donc ça c'est dit. Mais il lui a pas laissé le temps parce que on peut dire que... C'est peut-être pour ça qu'il s'est acharné aussi sur lui, pour justement... Oui, puis de toute façon, il lui laissait aucune chance. Le gouvernement français... Parce qu'en plus, Jean Moulin, il faut savoir une chose, c'est que lui, il n'a jamais parlé. Il a été torturé, mais comme jamais, il n'a jamais parlé. Et donc, on le connaissait donc par rapport à ça. Mais on n'avait aucune preuve parce que Barbie ne signait rien. À l'époque, il n'y avait pas comme maintenant des mails, des photocopies, des choses comme ça. Donc, on avait conscience. Il faut savoir que Beate et Serge avaient aussi beaucoup milité à Lyon pour retrouver d'anciens témoins qui avaient été torturés par Barbie, pour constituer des dossiers, pour pouvoir justement les déposer au procureur en Allemagne, pour pouvoir le faire arrêter. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas forcément où se trouvait Barbie. On savait qu'il était vivant parce que, encore une fois, comme je le disais les autres jours, Barbie, à la fin de la guerre, avait été arrêté, avait été dans les prisons françaises. Il devait être exécuté. Il avait quand même 2 condamnations à mort par contumace, donc il aurait dû être tué. Mais les Américains se sont dit, au lieu de soit de les faire tuer ou de les laisser pourrir en cellule, autant qu'on s'en serve. Donc, ils se sont servis de Barbie, on va dire, de 47 à 51, où il était espion pour la CIA, que ce soit pour l'Espagne, la Hollande, la France, l'Allemagne, c'était un espion. Jusqu'au jour où Israël a été mis au courant et qu'ils ont voulu la tête de Barbie, forcément. Et là, les Américains, pour se dédouaner, ont dit on va s'en débarrasser.
Donc se débarrasser, il fallait donc l'exfiltrer. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Vatican, mais on parle moins de la Croix-Rouge, parce que c'est la Croix-Rouge qui a exfiltré Klaus Barbie en lui donnant un faux nom, donc qui est devenu Klaus Barbie, il est devenu Klaus Altmann, et ses enfants aussi également Altmann au lieu d'être Barbie. On lui a donné aussi une fausse profession. Alors je me souviens plus laquelle, hein, bien sûr. Et donc il a été envoyé au Pérou. Là au Pérou évidemment. Quand on est de la saloperie, on reste de la saloperie. Il a trafiqué, il faisait du trafic de plein de choses. Après, il a été recherché, il a redéménagé ce coup-ci à La Paz, en Bolivie. Là, en Bolivie, comme c'était une dictature, il est devenu chef de la sécurité policière où il enseignait comment torturer aux jeunes policiers. Enfin, voilà. Il a créé, vous le dites, il a créé carrément un commando. Alors, le commando, il existait déjà, parce que tous les nazis, évidemment, sont partis tous en Amérique du Sud, hein, quand même. Donc, ils se retrouvaient, évidemment, dans un club, hein, le club, on va dire, les clubs du Troisième Reich, quoi. Et ils refaisaient le monde en se disant, on va remonter un crépuscule, on va remonter le Troisième Reich, et puis on va reprendre le pouvoir, quoi. En gros, c'était un peu ça. Et, il était officier aussi dans l'armée bolivienne, non, il me semble. Il était officier, oui, mais de toute façon, il était officier puisqu'il était chef de la sécurité de la police. Donc, il était chef de la police, donc il restait officier. Mais après, quand Serge a arrêté donc son travail à l'ORTF et qu'il s'est consacré uniquement à sa mission, parce qu'il faut quand même aussi, j'oublie, c'est que à 30 ans, Serge Klarsfeld, en 65, c'est là où naît Arnaud Klarsfeld, son fils, qui est maintenant qu'on connaît, qui est un avocat. Et comme dans la tradition juive, on a donné le nom du père, puisque le nom du père de Serge s'appelait Arnaud, donc on lui a donné le prénom Arnaud. Et Serge est allé pour la première fois à Auschwitz sur les pas de son père pour se rendre compte de ce qu'avait vécu son peuple et puis surtout ce qu'avait vécu son père. Donc il est passé par les chambres à gaz, les fours crématoires, et comme c'est un homme sensible, comme il le dit, il entendait les cris, il entendait les victimes crier, hurler, et il s'est senti quelque part pas un justicier, mais il s'est dit voilà, j'ai une mission, investi d'une mission, en disant je vais perpétuer le souvenir de ces victimes et retrouver tous ces assassins. Donc ça, c'était important parce que vraiment, ça a été le tournant, on va dire. Et ce qui a été aussi un tournant entre-temps, avant de revenir à Barbie, c'était donc ce procès de Cologne de 79 à 80, puisque c'était la première fois qu'une nouvelle page de la mémoire de la Shoah a été tournée, puisque le procès on parlait de Lischka, mais il y en avait un autre, c'était Herbert Hagen ou Ernest Henry Schorschen, qui était poursuivi pour complicité de meurtre. Ce procès s'est ouvert le 23 octobre 1979 devant la cour d'assises de Cologne. Et puis c'était surtout l'aboutissement d'une lutte qui s'était engagée depuis 1971. Et là, pour la première fois, on condamnait d'anciens nazis. Donc on va dire que là, c'était la première fois, c'était quand même quelque chose d'important. On condamnait pour la première fois de vrais et d'anciens nazis. Donc à partir de là, effectivement, c'était pas facile, mais c'était un peu plus... il y avait une jurisprudence qui tout à fait. Que, on pouvait espérer que les autres allaient suivre, quoi. Complètement. Et donc, je reviens donc au mémorial de la Shoah. Donc, Serge, évidemment, historien, curieux, cherche dans les cartons tout ça, et tombe sur une ordonnance signée de Klaus Barbie, la seule et unique, où il y a la signature apposée de Klaus Barbie, qui date donc du 6 avril 1944, où là, il fait son rapport, parce qu'il faut savoir que ce jour-là, il a raflé dans l'Ain, à Isieux, la colonie d'Isieux, qui était une colonie juive. On le savait, puisqu'en plus, elle était construite, elle avait été créée sous le régime de Pétain. Donc Pétain, tout le monde était au courant que c'était des Juifs. Un matin, il est arrivé avec ces hommes, et il a arrêté 44 enfants avec 5 éducateurs et 2 personnes qui se trouvaient là, qui n'avaient rien à faire avec la colonie, et puis il les a fait déporter aussi vite. 4 ans
de 4 ans à 17 ans. Sachant que les ados de 15 ans, à partir de 15 ans, étaient fusillés. Ils étaient considérés comme des adultes. Donc, en fin de compte, tous ces gens-là ont été déportés. Il n'y a qu'une éducatrice, Léa Feldblum, qui a pu s'en sortir. Et d'ailleurs, si on regarde le procès Papon qui est passé il n'y a pas si longtemps, il y a son témoignage de Léa Feldblum, qui est la seule rescapée de cette rafle de la colonie d'Isieux. Et puis surtout, Sabine Zlatin, qui était la responsable de cette colonie, mais ce jour-là, elle n'était pas présente. Donc, je peux vous dire que c'est très émouvant. Il y a aussi Léon Reichmann, qui était un des... pas des survivants, il était dans la colonie quand ils sont arrivés, il a réussi à sauver. Il raconte en détail ce qui s'est passé. Bref. Et grâce à cette ordonnance, il a pu justement joindre et retrouver des photos de Barbie à l'époque, donc quand il était officier à Lyon. Et Beat a fait publier ces photos un peu partout dans le monde. Et dans un journal en Amérique du Sud, un ressortissant allemand, qui n'a rien à voir avec les nazis, lit le journal et reconnaît en fin de compte cet homme Hartmann, mais qui est en réalité Barbie. Et là, il écrit en envoyant un petit mot au procureur allemand en Allemagne, en disant « Je connais cet homme, je sais où il habite, j'ai son adresse, voici ». Et le procureur a envoyé le tout à Serge Klarsfeld, qui, à partir de ce moment-là, a tout mis en œuvre pour justement partir à la traque de Klaus Barbie. Et la traque, c'est vraiment, on va dire, sur des années et années, avec des faux espoirs. Des faux espoirs, des changements de régime. Des dictatures qui changent. Enfin, ils ont tout connu. Tout connu jusqu'au moment où ils se sont fait un ami... Enfin, ils ont rencontré un ami qui s'appelle Régis Debray, qui est toujours vivant. Régis Debray était un ancien journaliste qui avait... on va dire, qui avait suivi Che Guevara et qui avait été aussi emprisonné pendant 5 ans. Enfin bref, c'était un aventurier aussi. Et se sont bien, on va dire, sont devenus amis, Serge et Régis Debray. Et les années passant, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, Régis Debray est devenu son conseiller. Et Mitterrand ne voulait pas qu'on dépêche un avion pour faire extrader Barbie, de le ramener en France et le juger. Et Régis Debray, alors je vous le fais court parce que c'est très long évidemment, mais je vous le fais court. Là, c'était peine perdue, sauf que Régis Debray, à un moment donné, parce qu'il faut savoir que François Mitterrand a un passé trouble quand même pendant l'occupation. Il faut savoir qu'il a quand même été conseiller de Laval sous le régime de Pétain, donc il était plutôt collabo que résistant, même si vers la fin on a dit que c'était un résistant. Il a quand même collaboré, Mitterrand. Il ne faut pas l'oublier. À un moment donné, quoi. À un moment donné. Et ça, souvent, trop de gens ont tendance à oublier. Et d'ailleurs, il était contre l'extradition de Barbie pour qu'on le ramène en France. Parce qu'évidemment, il y avait des dossiers noirs qui allaient ressortir. Et Régis Debray lui a dit cette phrase mémorable. Il dit, écoutez, monsieur le président, quand vous n'oubliez pas que vous avez été élu par les Français, que la première chose que vous avez faite, c'est de déposer une rose sur la tombe de Jean Moulin. Les Français s'en souviendront. Et là, dans la BD, on le montre bien, il y a un blanc où Mitterrand il réfléchit, il dit bon, il dit effectivement les Français s'en souviendront. Et là il dépêche un avion, l'avion part en Bolivie à La Paz. Entre-temps, Barbie s'est fait arrêter puisqu'il avait pas payé des dettes et tout ça. En fait c'était le prétexte, les dettes, mais ils l'ont chopé parce qu'entre-temps le régime avait changé. Parce qu'il faut savoir que on avait essayé de kidnapper Barbie, mais ça avait foiré. Donc mais il y avait dans le groupe de kidnappeurs Gustavo, qui était un ami de Régis Debray, et c'est lui qui a remplacé le dictateur de l'époque au moment où le changement le changement de dictature a changé. Et Gustavo a fait arrêter Barbie, l'a mis dans une prison, jusqu'à ce que, en fin de compte, l'avion arrive. Et un soir, ils sont sortis Barbie, l'ont amené dans l'avion, Barbie jouant un peu les cadors en disant « Ah, je retourne en Allemagne », parce qu'il savait très bien que s'il retournait en Allemagne, il allait écoper que quelques années. Alors, il jouait un petit peu les cakes et tout ça en disant « Ah, bah vous savez, je me suis pas rasé. Ah, j'ai plus de marque dans mes poches, comment je vais payer l'hôtel ?» Enfin bref, il jouait et personne ne répondait, donc il monte dans l'avion jusqu'au moment où il arrive en Guyane, parce qu'il y avait une escale en Guyane. Il faisait vraiment, mais le méprisant, l'hautain. Et quand la porte s'est ouverte et qu'il a vu le drapeau français qui trônait devant lui, là, il a compris qu'il était foutu, qu'il était arrivé en France, qu'il allait être condamné en France, et que là, il ne pouvait plus s'en sortir. Et là, je peux vous dire que on le montre bien dans le livre. Là, on voit la tête
déconfite de Barbie, et c'est une belle victoire pour Béate et Serge, surtout pour Serge. Et un grand plaisir pour le dessinateur de faire cette figure déconfite. Oui, surtout qu'en plus, j'avais oublié quand même de dire, c'est qu'avant d'être arrêté tout ça, Barbie était vénéré quand même, avait une très bonne place de chef de la police en Bolivie. Il avait été interviewé par le journaliste Ladislas Ohio, qui l'a coincé d'ailleurs, et en France ça avait fait beaucoup de remous parce que c'était passé à la télé, et beaucoup de gens qui avaient été torturés par Barbie l'avaient reconnu en fait. Donc Serge et Béate ont pu récupérer justement tous ces témoignages, et ça c'était important de le dire parce que quelque part ils se sont dit mais j'ai été torturé par ce mec, et ce mec finalement il vit tranquillement en Amérique du Sud peinard quoi. Et non, il y a une justice, et merci Béate et merci Serge. Eh bien voilà, vous avez donné le mot de la fin pour aujourd'hui. On se retrouve demain donc pour notre dernière session de la semaine, dernière journée. Et pour clôturer, même si on est loin d'avoir fait un récapitulatif exhaustif de cette vie d'aventure des Klarsfeld. En attendant, je vous dis à demain. Merci Nathalie. Pascal Bresson et Sylvain d'Orange, Béate et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli. Vous savez, je n'ai pas à me justifier. La presse française se trompe. Je ne suis pas Klaus Barbie. Je me nomme Klaus Halsmann. Tout est vérifiable auprès du parquet de Munich. Je suis né à Kronstadt, où j'ai exercé la profession de mécanicien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'étais simple lieutenant de la Wehrmacht dans la 126e division. Je ne suis qu'un vétéran, rien de plus. La guerre terminée, je me suis lancé dans les affaires. Les Klarsfeld ont fait de mon passé une obsession. Je ne sais pas pourquoi, car je ne suis qu'un honnête homme. Voilà ce qu'a déclaré Barbie dans une interview. Il fera moins le fier devant un juge, l'honnête homme. Madame Klarsfeld, parlez-moi de vos débuts. Nos actions ont débuté en Allemagne, contre les organisateurs de la solution finale. Puis en France, Barbie a été condamné à mort pour son implication dans 4000 meurtres. Il a été condamné pour l'envoi de 76 000 juifs dans les chambres à gaz à Auschwitz. Condamné aussi pour l'arrestation et la torture de 14 000 résistants, dont Jean Moulin, leur chef. Barbie était le chef de la Gestapo à Lyon, en France, et... Gestapo ? La police allemande. J'imagine que vous n'avez pas trop idée de ce que je vous raconte. Ça ne vous évoque rien, la Seconde Guerre mondiale ? L'Europe ? Les camps de la mort et... Si, la torture. Je sais de quoi vous me parlez. La torture, la dictature, nous la vivons aussi. Madame Klarsfeld, vous n'êtes pas sans savoir que la Bolivie est sous le régime fasciste du colonel Hugo Banzer Suárez. Le trafic de drogue connaît une expansion sans précédent à cause de lui. C'est un homme d'une grande cruauté qui a fait assassiner des milliers de gens. Dans l'esprit des Sud-Américains du Pérou et de la Bolivie, ces anciens SS ne sont que de pseudo-réfugiés politiques, des barbouzes qui mettent leurs compétences criminelles au service de la dictature en place. C'est pour cette raison qu'ils sont si bien protégés. Merci beaucoup pour votre courage et pour votre soutien. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.